la vitrole, à midi, la vitrole, à midi, ça là non plus. Vous pouvez y aller à gauche là. Oui. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Notre état. Nous sommes la cérémonie est dédiée aux victimes françaises de l'Algérie au moment de l'indépendance, et notamment celle du 5 juillet 1962 à Oran. L'Algérie qui est donc indépendante depuis 3 jours. Donc la cérémonie va se dérouler ainsi: dépôt de fleurs, suivi d'une minute de recueillement, suivi d'un message qui sera émis. Ensuite, notre chant des Africains et le remerciement pour les drapeaux. Début de la cérémonie, dépôt de fleurs. Oran, 5 juillet 1962. Je ne m'étendrai pas sur cette date que nous connaissons tous pour le drame qui nous a frappés: génocide, crime d'État, enlèvement et disparu, avant notre exode et l'accueil honteux que certains compatriotes de métropole nous ont réservé. Ces quelques mots évoquent en moi un cataclysme. Nous avons été trahis et les Français d'Algérie, pieds noirs et harkis, s'en souviennent encore plus d'un demi-siècle après. Trahis par les pouvoirs publics français qui nous avaient assuré de nous garantir notre liberté et sécurité si nous restions en Algérie. Trahis aussi par les pouvoirs publics algériens qui nous avaient fait les mêmes promesses, et ceci par tous les moyens de communication, presse, radio, médias, etc. Nous ne pouvions pas nous imaginer alors que ces pouvoirs publics français et algériens poursuivaient la même finalité: notre disparition, notre élimination. En préméditant notre massacre pour se débarrasser de témoins gênants et s'emparer impunément de tous les biens matériels laissés vacants. Nous avons donc payé chèrement la célébration de l'indépendance ce 5 juillet 1962, et rien ni personne n'a pu ou n'a voulu s'interposer au génocide, au crime contre l'humanité
que ces massacres constituaient. Plus de 3000 victimes massacrées, égorgées, émasculées, corps abandonnés dans les rues, pendus au crochet de bouchers et jetés dans les charniers du petit lac à Oran, sans compter les enlèvements forcés de victimes qui ont été réduites à l'esclavage dans les bordels de FLN pour les femmes et dans les mines de fer pour les hommes. Victimes qui deviendront cette foule d'hommes oubliés qu'on appelle les disparus. Et l'on voudrait que l'on tourne la page, que l'on oublie, que l'on pardonne, que les véritables auteurs et complices reconnaissent leur responsabilité en faisant amende honorable envers cette communauté de Français d'Algérie, qui est noire et acquis, qui ne cesse d'être incriminée des deux côtés de la Méditerranée. Rendons donc hommage à toutes ces victimes, puisque leurs auteurs demeurent encore impunis. Je voudrais maintenant rendre un autre hommage à d'autres victimes d'un autre massacre antérieur, celui qui a eu lieu le 20 août 1955 à Philippeville et dans la région de Philippeville. 10 ans après les événements dramatiques commis à Sétif le 8 mai 1945, Philippeville et sa région allaient être la cible des indépendantistes algériens. Le 20 août 1955, le responsable du FLN et du Constantinois, Bigout Youssef, allait lancer ses tueurs sur Philippeville, sur la mine de fer d'El Alia et la carrière de marbre de Filfila, profitant de l'effet de surprise et de la canicule qui envahissait les habitants de ces lieux. Les terroristes effectuaient leur macabre service en suivant leur tradition d'abattage de bétail. Ils ne bouchent les corps qui n'avaient plus rien d'humain. Les restes de ces 60 victimes européens, musulmans, devant être ramassés et enlevés à Philippeville et inhumés dans la consternation générale. Mais ces massacres, Sétif et Philippeville, ne présageaient-ils pas l'horrible troisième commis à Oran le 5 juillet 1962? Une négligence de nos gouvernants qui nous a coûté très cher. Il est à noter que des événements actuels montrent à quel point d'horreur ces terroristes sont capables d'arriver et malheureusement, nous étions, nous en Algérie, habitués à ce spectacle qui se renouvelait assez souvent, alors que forcément, en métropole, il constitue un événement extraordinaire. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'il n'a pas oublié. Il veut parler. Oui, je voudrais passer la parole à un compatriote qui J'ai oublié les lunettes. on parle du 5 juillet 62 et du massacre, mais on oublie également que les Français étaient complices, mais il y en a un musulman, capitaine dans l'armée française, qui n'a pas pu résister et qui est allé enfreindre ses ordres au risque de mettant en cause sa propre pour sauver des pieds noirs qui s'apprêtaient à être enlevés et exécutés. Il s'agit du capitaine Kélis. Je laisse la parole à mon compatriote qui va... Voici. Voici la déclaration du lieutenant Rabat. Le 5 juillet 1962, des renseignements alarmants me parviennent de la ville d'Oran.
me disant qu'on est en train de ramasser les pieds noirs, les musulmans francophiles, et ses effectifs. On les embarquait dans des camions, on les emmenait vers ce que l'on appelait le Petit Lac, qui se trouvait entre Oran et l'aéroport. Et là, on les fusillait comme faisaient les SF, puis on les jetait dans le Petit Lac. Il paraît que maintenant, on a cimenté le Petit Lac. Je demande donc des ordres à mon chef de bataillon, le général Katz, SF, qui commandait en ce moment-là en Oranie, et qui avait donné des ordres pour que les troupes françaises, quoi qu'il arrive, ne sortent pas des cantonnements. C'était un ordre écrit. L'adjoint du commandant me dit « Mon garçon, tu connais les ordres ?» Le général Katz a dit de ne pas bouger. J'étais le seul officier musulman, commandant de compagnie, à l'intérieur du bataillon. Je téléphone à mes camarades commandants de compagnie, tous européens, je leur explique ce que j'ai appris. Ils me disent avoir les mêmes renseignements, mais qu'ils ne peuvent pas bouger vu les ordres. Mais enfin, ce n'est pas possible, leur ai-je dit. On ne va pas laisser les gens se faire trucider comme ça, sans lever le petit doigt. Moi, je ne peux pas, ma conscience me l'interdit. Je téléphone à l'échelon supérieur, au colonel commandant le secteur. Je tombe sur son adjoint et lui explique mon cas. Il me répond, « Écoutez mon garçon, nous avons les mêmes renseignements que vous. C'est affreux, faites selon votre conscience. Quant à moi, je ne vous ai rien dit. En clair, je n'étais pas couvert. J'embarque l'équivalent de quelques sections dans les camions dont je pouvais disposer et je fonce sans ordre sur Oran. J'arrive à la préfecture, il y avait là une section de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, des camions de l'ALN et des colonnes de femmes, d'enfants et de vieillards, dont je ne voyais pas le bout, seulement il y en avait. Plusieurs centaines en colonnes de 3 ou 4, qui attendaient là avant de se faire zigouiller. J'avise une espèce de planton devant la préfecture et lui demande où se trouve le préfet. Il me dit, mon lieutenant, regardez, c'est ce monsieur qui monte. En 4 ou 5 janvier, je rattrape ce gros monsieur avec une chéchia rouge. Je crois lui avoir dit, monsieur le préfet, je vous donne 5 minutes pour libérer tous ces gens, sinon on fera tout sauter. Il ne m'a pas répondu, il a descendu l'escalier, s'est dirigé vers le responsable de la section ALN. Ils ont discuté quelques minutes et la section ALN est partie. Le préfet est venu et m'a dit, c'est fait mon lieutenant. Et a dit aux gens, mesdames, messieurs, vous êtes libres. Vous pouvez rentrer chez vous. Ils ont échappé belle. Il y en a encore, hein. Il y en a encore qui ont échappé belle et qui sont encore parmi nous. Je reverrai toujours cette scène hallucinante de femmes, d'enfants et de vieillards qui pleuraient, poussaient des cris hystériques, courant, tombant, les uns sur les autres. Quelqu'un est venu me trouver et m'a signalé qu'il y avait des gens blessés. Je les ai fait mettre à l'abri pour les faire soigner. Puis, j'ai installé des patrouilles sur les axes routiers qui menaient au port ou à l'aéroport. Car j'ai appris qu'on arrêtait les gens qui fuyaient, qu'ils soient musulmans ou européens d'ailleurs. C'était la population où des gens armés ne faisaient même pas partie de l'ALN. Ils les arrêtaient, les volaient et les tuaient. J'ai donc mis des contrôles pour éviter cela et je les ai arrachés littéralement aux mains de la population, au risque de ma vie. Souvent, je les escortais jusqu'au port, parfois seul, dans ma jeep, ou avec simplement mon chauffeur et mon garde du corps. J'ai fait cela en ayant le sentiment de ne faire que mon devoir. Hommage à Kélis.
En transgressant les ordres et en déployant ses hommes sur plusieurs kilomètres, le lieutenant Kelly a sauvé de très nombreuses vies françaises. Pour cela, il a été sanctionné. Le général Katz de la SS, qu'il a convoqué et a osé lui dire « Si vous n'étiez pas un arabe, je vous casserai ». Le lieutenant Kelly a d'ailleurs été immédiatement muté et rapatrié en France. Oran était la seule grande ville d'Algérie qui comptait plus d'Européens que de musulmans. Le 5 juillet, sur 220 000 Oranais d'origine européenne, il ne restait plus que 20 000 à 25 000 Européens. En ce mois de juillet 1962, c'est plus de 3 000 civils qui ont été enlevés et qui, pour la plupart, n'ont jamais été retrouvés, sauf ceux qui, atrocement mutilés, jonchaient les rues ou étaient pendus par la gorge à des crochets de boucher. Vous êtes, messieurs, des hommes honorables et des Français dignes de leur nation, laquelle doit protection et assistance à tous ces fils en danger. Alors, reconnaissez que les ordres donnés à Joseph Katz de la SS étaient criminels. Reconnaissez les événements qui se sont passés à Oran pour ce qu'ils sont. Un massacre de citoyens français, perpétré grâce à des ordres criminels de non-intervention donnés par le président de la République, Charles de Gaulle, qu'il grille en enfer. L'affirmation des droits des citoyens dans des textes solennels constitue un premier élément justifiant la protection des Français, où qu'ils soient. D'ailleurs, on le voit maintenant avec ceux qui sont enlevés, on va les chercher quand même. Ça fait longtemps que... Bon. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, faisait obligation à l'État français de protéger ses citoyens. En France, de nos jours, cette affirmation solennelle se double de rôle du Conseil constitutionnel depuis cette décision du 16 juillet 1971 de donner à la déclaration de 1789 et au préambule de 46 une valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a le devoir de vérifier que les lois respectent les droits définis par ces textes. L'a-t-il fait en ce qui concerne l'abandon des 4/5 de notre territoire national et des Français qui le peuplent? Le crime d'État est totalement reconnu et avoué par cette déclaration monstrueuse du chef de l'État français de l'époque. La France ne doit pas avoir aucune responsabilité dans le maintien de l'ordre. Après l'autodétermination, elle aura le devoir d'assister les autorités algériennes, mais ce sera de l'assistance technique. Si les gens sont en massacre, ce sera l'affaire des nouvelles autorités. Quelle lâcheté! Eh bien non, Monsieur de Gaulle. Si des Français sont en péril n'importe où sur la planète, la France a le droit, mais aussi le devoir et l'obligation de les secourir. Votre passivité devant ces milliers de Français, suppliciés, relève du crime d'État. Que les hommes de bonne foi aient le courage de reconnaître ce crime d'État et de condamner l'abandon de milliers de Français par celui qui a osé répondre à leur cri d'agonie par la phrase suivante: qu'il est doux quand la vaste mer est soulevée par les vents, d'assister du rivage à la détresse d'autrui. Voilà. Bien. Nous allons maintenant, pour ranimer un peu notre flamme de souvenir, entonner notre chant, celui des Africains.
Pour mourir à ce qui va tout tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, nous vivons loin, c'est nous les Africains. Pour terminer, on va observer une minute de recueillement. Une minute de recueillement. Merci.